Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 74e clé qui s'intitule Les égrégores, les coulisses de la vie. Alors, il s'agit du 4e et dernier volet, chapitre, vidéo de cet ensemble, de ce sujet que je considère comme essentiel, crucial pour la compréhension de la vie en général. Alors, comme j'ai essayé de l'expliquer, toutes les vidéos sont indépendantes, mais pour la faire assez simple, pourquoi ce sont les coulisses de la vie? Eh bien, parce que les égrégores correspondent à l'orchestration, les différents scénarios potentiels, accessibles à chacun, mais aussi nous impactant, nous influençant au quotidien. Pour la faire assez simple, et pour être un petit peu réducteur, pour être puriste, il faudrait revenir sur la première vidéo. Si vous voulez avoir des métaphores, des analogies, eh bien la vidéo expliquera davantage, mais il s'agit de formes pensées, d'accord? De formes pensées qui, comme son nom l'indique, ce sont en fait de l'informe, informationnel, qui est en fait une énergie en quelque sorte. C'est pour ça qu'on voit ce point-là après ce qu'on a vu sur les énergies dans les mondes invisibles. Eh bien, ces égrégores, en fait, ces formes pensées, alimentent et sont alimentées par le genre humain. C'est-à-dire qu'en fait, elles impactent, elles façonnent l'individu, individu, la dualité dans l'individu, dans la personne, chaque individu, ou pas. C'est-à-dire, ça dépend. Si on est hermétique, eh bien, on n'est pas impacté énergétiquement, on n'est pas influencé. Tandis que si on est soit passif, eh bien, en effet, on peut de la neutralité passer à l'action du fait de co-créer et de co-alimenter énergétiquement, affectivement, idéologiquement cet égrégore. Alors, je la refais parce qu'en fait, c'est très important de considérer, de comprendre qu'il y a une réciprocité. C'est-à-dire que les égrégores, parce que normalement c'est la base, les égrégores impactent les individus. Puis, ou pas, ça dépend de leur degré d'ouverture ou pas, d'accord ? Ensuite, certaines personnes peuvent consciemment adhérer à cette idée, à cette idéologie, à ce sujet, ce thème, ce parti, peu importe, et de là, en fait, le renforcer. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont impactés, ils sont influencés, et de là, en retour, eh bien, ils alimentent, ils grossissent l'égrégore à travers leur cooptation. D'accord ? Cet égrégore grossit, prend de la densité dans la matière, il se densifie, il se matérialise, en ayant encore plus de rayonnement sur ceux qui l'ont crédité, co-crédité, coopté, mais aussi ceux qui sont neutres. C'est pour ça que j'avais pris ce parallèle avec la notion de hashtag. Un hashtag, pour moi, c'est une bonne métaphore en fait de l'égrégore, parce que un hashtag, alors que ce soit bidon, que ce soit un truc à la con, je sais pas, un truc complètement télé-réalité, on s'en fout, pas de jugement, ou un truc essentiel, essentiel dans le sens, on va dire existentiel, etc. Eh bien, ça dépend de l'intérêt de chacun. Est-ce que les gens vont taper le moteur de recherche, tout comme une vidéo? Par ailleurs, en retour, eh bien, les algorithmes vont vous suggérer plus cet hashtag et ou cette vidéo qui a été regardée, intéressée par d'autres personnes. Alors évidemment, dans les algorithmes, il y a toute la notion aussi de votre historique, ce qui vous intéresse à l'habitude, etc., etc. Donc, mais c'est très important de comprendre ce schéma, ce mécanisme qui est que, à la base, les égrégores impactent les individus. En retour, soit les personnes sont hermétiques, soit neutres, etc. Soit en retour, ils les alimentent, et auquel cas, l'égrégore grossit, impactant d'autres personnes et renforçant les gens qui ont coopté dans leurs croyances. Voilà, un petit peu pour la faire, on va dire, relativement simple. Alors, on va essayer de voir une petite perspective élargie, mais aussi scientifique en quelque sorte. J'ai répété bon nombre de fois et on commence à savoir, comme disait Tesla, et c'est le lien aussi avec les énergies, parce que les égrégores sont des énergies, c'est un groupe, un collectif d'énergie, mais avec aussi une autonomie. En fait, Tesla disait, si vous voulez connaître les mystères de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Pour lui, tout se résume dans les secrets de l'univers à ça. Donc ça fait le lien, ça va dans ce sens, ça concorde de la même manière. Alors, un autre point que j'ai déjà dit des dizaines de fois, c'est Einstein qui disait il n'y a pas de matière. Ce que nous avons appelé matière, c'est de l'énergie dont les vibrations ont été densifiées pour être accessibles à nos sens. Il n'y a pas de matière. D'accord ? Donc, selon lui, eh bien, cette notion est très importante. Ça veut dire qu'en fait, tout est fait d'énergie, visible ou invisible. Et au-delà, en fait, ce qu'il disait,
En gros, il disait, faites vibrer l'état de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. En gros, vibrer quelque chose, eh bien, dans la co-création, vous allez le co-créer, le coopter, le renforcer, et il se manifestera dans votre vie avec probablement des notions d'univers parallèle et de superposition d'états, de sphères de conscience et ou de plans de conscience, etc., etc. Alors, ça, à mon sens, ça, c'est cette notion d'égrégore, en quelque sorte. Ensuite, si vous voulez, pour la faire assez simple, c'est ce qu'on avait vu encore avec Bouddha qui dit ce que tu penses, tu l'attires, ce que tu ressens, et ainsi de suite. C'est cette notion, nous sommes un petit peu comme des piles énergétiques. Je vous disais que les égrégores, c'est pas qu'ils nous utilisent comme les entités, en quelque sorte, un peu. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent en fait des émotions, des pensées, etc. Ok ? En fait, ils sont activés, et en retour, ils nous activent. Donc, une émotion active les atomes de nos cellules, transformant le corps en une pile électrique capable de fabriquer sa propre énergie. Alors, je sais que pour certains, ça peut faire marrer, que ça va être pas du tout scientifique. Cela étant, on a vu dans l'épigénétique, dans la neuroplasticité, je vais pas revenir à chaque fois, mais la pensée, c'est quasiment le combustible, ou tout au moins, la pensée et l'émotion fait une notion de placebo, nocebo, eh bien, c'est un impact sur votre corps et donc dans la matière. Vous savez, c'est cette notion aussi importante de savoir si c'est palpable, ces émotions et donc ces égrégores. Et ça, c'est un projet, enfin, c'est même pas un projet, c'est un projet qui a été lancé en 1998 à la prestigieuse université de Princeton, d'accord, avec des scientifiques, tout un corpus de chercheurs et autres, pour lequel ça s'appelle le Global Consciousness Project, c'est-à-dire le projet de la conscience globale. Et en fait, l'objectif, c'est de la parapsychologie avérée. C'est pas, c'est déclassifié. Enfin, c'est complètement rendu accessible. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas secret. Ça a dû l'être au début, mais c'est en fait d'essayer de démontrer, établir en fait l'existence d'une activité énergétique universelle grâce à des générateurs aléatoires de nombres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il existe aujourd'hui 65, alors bon, ça c'était ma dernière référence, on a peut-être eu 5-6 de plus depuis quelques années. Bon, dernière nouvelle, il y a encore 2-3 ans, il y en avait 65. Donc 2 en France, et de mémoire, 1 à Toulouse. Et en gros, c'est quoi ? Eh bien, c'est pour essayer de capter, en quelque sorte, les égrégores, en fait, l'inconscient collectif, d'accord ? Mais de le mesurer. C'est-à-dire qu'il y a eu des pics, je vous donne un simple exemple, lors des les attentats du 11 septembre, eh bien il y a eu énormément de pics à ce niveau-là. On pourrait le mesurer aussi quand il y a de l'adrénaline pour un match de sport, etc., etc. Oui, bon, alors c'est pas le même, mais voilà. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que ça démontre en quelque sorte que les énergies donc déjà existent, mais ça, je pense que c'est assez simple. Les électrodes sur un individu déjà le mesurent, mais c'est un impact individuel et aussi sur le collectif. Et donc ça, en quelque sorte, à mon sens, ça démontre l'existence, scientifiquement, j'entends, des égrégores. Alors, on peut aller un peu plus loin, mais c'est cette notion, si vous voulez, d'enchevêtrement. Enchevêtrement, en fait, l'enchevêtrement, c'est quantic entanglement, en anglais, c'est la notion de résonance. En fait, c'est l'intrication quantique. On appelle ça dans technique. C'est-à-dire que, pour la faire assez simple, c'est que, vu que tout est énergie, en fait, dès que de la matière, en quelque sorte, même s'il n'y a pas de matière, a été liée et interconnectée, or on vient tous du Big Bang, à la base, enfin, d'un de ces Big Bang, eh bien, on est forcément énergétiquement tous reliés par un fil conducteur subtil pour lequel il y a un effet de résonance. C'est pour ça que je vous ai dit, d'où l'importance, j'en ai parlé dans dans la vidéo précédente, de la fleur de vie, qui enchevêtre tout à tout, et qui n'est pas cantonné à une vision à 24 sphères, non. Déjà, c'est pas en 2D, c'est en 3D, mais en plus c'est évolutif, c'est en 4D. Pourquoi ? Parce que ça évolue. Il faudrait le voir, j'aimerais avoir un designer, un infographiste, je le demande depuis 17 ans, je crois. On pourrait faire des belles choses ensemble, et je rêverais justement qu'ils mettent en relief tout ça, et de montrer comment ça évolue. C'est-à-dire qu'en fait, ça grossit de plus en plus, de manière infinie, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser soit une sphère comme ça, et vous voyez la fleur de vie, 6, ok, en 3D, et puis devenir aussi grand que votre quartier, devenir aussi grand que l'univers, etc., etc. Mais aussi en ramification, devenir de tellement plus petit
que ça devient un Big Bang, etc. Pour info, Tesla le faisait, hein, si ça vous intéresse. Einstein, Léonard de Vinci le faisait également. Regardez Brouillon sur Internet, vous verrez qu'il dessinait la fleur de vie sans cesse. Bon bref, à bon entendeur, salut. Non mais ce que je veux dire, c'est cet enchevêtrement en fait de l'univers à travers le maillage du vivant en quelque sorte. Vous l'avez chez Schrödinger, mais Schrödinger a été enseigné des Vedanta et des Upanishads, enfin des mysticismes hindous, donc ça, la fleur le collier des perles d'Indra, qui chaque gouttelette, un peu comme une toile d'araignée, chaque gouttelette contient l'intégralité du pattern, c'est-à-dire de la réflexion du tout. Eh bien, c'est exactement ça, cette notion de résonance. Je vais vous citer justement Tesla, j'aime beaucoup ce passage qui dit « Chaque être vivant ». J'en ai déjà parlé dans le passé, mais tant pis, c'est toujours beau. Chaque être vivant est un moteur relié à la roue motrice de l'univers. Alors que l'on pourrait penser que chaque être vivant n'est affecté que par son environnement direct, sa sphère d'influence extérieure s'étend à l'infini. Pourquoi nous cherchons tant de contacts sur Internet? Pourquoi nous changeons tous à vouloir être partout, omniprésent, omniscient, etc. Parce qu'on manque, crucialement, existentiellement parlant, cela, de recouvrer cela. Mais ça se retrouve pas matériellement en fait, ça se retrouve avec l'expansion du cœur et le champ de conscience. Quand je dis sans arrêt, je répète tout le temps la même chose, les champs du cœur, les champs de conscience, du passe-partout, etc. Parce que je peux rien faire pour les autres, chacun ouvre les portes qu'il veut, mais de champ de cœur et de conscience, c'est lié à ça en fait. C'est-à-dire qu'on recouvre alors là le fait que l'on vibre de la même manière et que être le un, c'est ça. Et dans le positif comme dans le négatif. Mais en fait, on évolue tous ensemble. L'égrégore de l'évolution passera par cette compréhension également, mais opérative, opérationnelle. C'est-à-dire pas conceptuelle uniquement, pas que théorique, ouais, je connais, puis je me la pète en me disant, ah tiens, j'ai plein de connaissances, machin. C'est pas ça. C'est vraiment de le vibrer, en fait. De le vibrer. Alors, vous savez, quand je dis ça, il y a du boulot, hein. Je parle depuis des années, et ça peut en faire sourire plus d'un, de la psychanalyse des pays. Des nations, des pays, des histoires, etc. Figurez-vous que si vous connaissez un petit peu la constellation familiale, pour en avoir faite, eh bien, souvent c'est lié. C'est-à-dire, l'ouvrage La mort trait d'union avec l'éternité, que je mets en référence, vous verrez, vers la fin, ils en font une, et on revient sur les historiques. Alors, on revient sur les historiques du passé. Alors, évidemment, il y a de l'autobiographique dans l'histoire, hein. C'est les gens décimés par la guerre de 14, puis de 40, etc., etc., en fait, oui, il y a un moment, il va falloir passer à la psychanalyse de ceux qui ont encore enfoui en eux des inimitiés à travers les nations. Alors, la France et l'Allemagne ont eu cette intelligence où les égrégores du passé ont fait qu'ils ont fait des jumelages, et donc au départ, on leur a dit que c'était les pires ennemis, et puis on les a bien martelés pour qu'ils aillent la fleur au fusil, etc. Et puis après, on a dit non, mais finalement, en fait, c'est vos potes. Donc au bout de 10 ans, ça y est, on a adhéré à ça, etc. En revanche, il y a des pays qui l'ont toujours pas fait. C'est-à-dire l'inimitié que vous avez entre la Chine et le Japon revient du fait que les Japonais officiellement ne se sont jamais excusés, ou du même ordre que les inimitiés entre les Arméniens, les Turcs, etc., etc. Enfin, je veux pas soulever, c'est pas pour foutre le bordel que je dis ça. C'est qu'il y a un moment, quand je parle de la clé du pardon, il y a un moment, si on veut vraiment se décharger de tous les scories, de toute cette impureté énergétique qui nous font adhérer ou pas, de par notre génome, de par des choses qu'on trimballe, mais en tant qu'humain aussi. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas lié au conflit israélo-palestinien, eh bien en tant qu'humanité, on l'est. Donc à un moment, pardonner, etc., on est invité aussi à le faire. Et donc alors j'ai donné des égrégores par rapport, là je vous donne des égrégores d'inimitié, de conflit, mais il y en a aussi, par exemple la France, elle va jouer un rôle extrêmement important dans cette nouvel âge, dans cette nouvelle ère, notamment dans la notion d'évolution, mais que j'espère non pas belliqueuse où on pète tout et on défonce tout, etc., comme la Terreur et la Révolution française de 1789, dans lequel il y a eu 250 000 morts, mais à l'époque, ramener à la population, c'est comme si aujourd'hui on avait 1 demi-million de morts. Écoutez, non, je ne l'espère pas. Je préférerais qu'on fasse intelligemment les choses, mais c'est le premier peuple à se soulever, et c'est le premier peuple à prendre les rênes de son pouvoir, de cette émancipation, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. L'égrégore, je vais vous donner du Portugal, eh bien, qui est un pays de cœur, dans lequel j'ai vécu, pour lequel je suis affilié depuis des vies,
depuis plusieurs vies, eh bien c'est le pays des découvertes, non déplaise aux Espagnols, désolé, mais c'est eux qui traversent les routes comment dire, tous les comptoirs qu'ils ont jusqu'à Macao et puis même l'Indonésie. Si j'ai à chaque fois parcouru autant les routes de la soie, etc., c'est parce que j'en faisais partie à l'époque. Mais donc c'est les découvertes, c'est aussi en fait la transmission des Templiers, de Tomar, etc., pour ceux qui aiment la petite histoire, donc les Templiers à Tomar, mais aussi partis en Écosse, et qui transmettent la notion du mystère du Saint Graal christique, etc., etc. Bon bref, voilà. Donc le Portugal a cette vocation, mais là aussi, à double tranchant, il peut tomber aussi dans le délire de, quand vous connaissez un peu la culture, saudades, c'est la nostalgie, donc un peu comme les Grecs l'ont, c'est-à-dire un passé glorieux. Ils avaient le troisième empire colonial, etc., etc. Et puis ça chiale sur le passé, machin, etc. Bon écoutez, c'est comme certains en France qui voudraient recouvrir le passé glorieux, etc. Bon je suis désolé, mais sur un plan économico-financier, ça reviendra jamais. Bref, petit aparté. Mais je pourrais citer pas mal de pays comme ça. La Chine, c'est l'humiliation, l'humiliation. Ça, j'en parle beaucoup dans justement la dictature du bien. Je reviens sur une forme comme ça de passer, d'expliquer pourquoi ce dirigeant avec cette double polarité, il est d'origine à la fois chinoise et britannique. Donc vous imaginez ce que ça représente, c'est-à-dire l'Empire britannique qui est confronté à c'est Cramer contre Cramer, donc c'est sa mère, son père. Sauf que son père, il les a abandonnés. Donc c'est un British, et sa mère, c'est une chinoise à la base, de Hong Kong. Mais ça veut dire les guerres de l'opium, c'est l'humiliation qu'a subi pendant plus d'un siècle les Chinois, etc. Cette volonté inconsciente de prouver à tout le monde, etc., ça émane de ça. Ça vient de ça. Faut comprendre tout ça. Enfin, la géopolitique, c'est fascinant. Mais c'est pas que pour la géopolitique, c'est qu'en fait, c'est pour ça que cette vision holistique, à chaque fois, j'essaie d'expliquer que, en fait, on ne peut absolument rien détacher. Enfin, si, on peut comprendre un composant électronique de votre appareil, et puis après l'orchestration et le recomposer. Donc en fait, on fait que ça sans cesse. Mais je dirais pas que ceux qui sont dans la géopolitique, s'ils ne comprennent pas encore les notions d'égrégore, ils n'ont pas compris la géopolitique, c'est pas ça non plus. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a une vision ensemble, eh bien, il a plus de facilité à activer des choses. Voilà, à bon entendeur, et salut. Alors, on peut continuer dans ces notions physiques, parce qu'on va me dire non, là c'est pas du tout de la physique, c'est perché ton truc. Rupert Sheldrake, donc ça c'est un biologiste, docteur je crois, reconnu. C'est un Britannique qui parle de deux choses, les champs morphiques et les champs morphopsychologiques. Pour la faire simple, champs morphiques, c'est des égrégores. Champs morphopsychologiques, ce sont les applications des égrégores qui évoluent avec le temps. Alors je vous donne un simple exemple, c'est dans la biologie, si une race de tel animal accède à une aptitude, eh bien ça active un procédé du champ morphique appartenant à cette race animale, et donc tous les autres en potentiel ont cette capacité. Bon, ça s'est avéré, il y a eu des expériences à l'époque paranormales chez les soviétiques et chez les américains, où comme par hasard, quand un mec, il n'y avait pas d'espionnage, quand un mec téléchargeait une information, une découverte, comme par hasard, elle était accessible peu de jours plus tard, sans espionnage, à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été rendue accessible. Ça, figurez-vous que on m'a dit que c'est un peu ma vocation, à certains égards, que ça préparait certains, et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire qu'il n'y a plus d'individualité, c'est-à-dire que t'as téléchargé ton truc, qu'est-ce que t'as fait pour ? Ça t'est tombé dessus, ok, fine, mais t'as pas ta propriété intellectuelle. Donc si d'autres, ont accès à ça, alors je dis pas sur un plan scientifique, je parle plus dans une conscience du cœur, mais on est tous invités à faire la même chose. Je suis pas en train de dire c'est génial ce que je fais, c'est pas ça, mais je pense que vous aurez saisi, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je répète tout le temps, quand on ouvre son cœur et machin, et comme Marianne Williamson dit à chaque fois, elle le redit pas à chaque fois, c'est moi qui la cite, quand on ouvre notre lumière, nous permettons à d'autres d'en faire de même. Ça mène de ça. C'est l'effet papillon. Donc les champs morphiques, en fait, ce serait ça en fait, mais ça veut dire que c'est un petit peu pour faire la technologie, c'est comme quand le matin vous avez une update, une mise à jour de votre portable, etc., il est accessible à tout le monde. Alors ça c'est réducteur, vous allez me dire, mais alors pour comprendre bien,
C'est la fameuse théorie du centième singe, j'en ai déjà parlé. En gros, c'est 8 ans d'analyse de chercheurs japonais sur une île, pour lequel une race de singes, ils sont peut-être 1000, je sais pas, je vais pas compter, mais voilà, c'est juste dans le concept. Ils mangent des patates douces, sauf que c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'elles sont bourrées de sable, d'accord? Donc il y en a un qui a une idée lumineuse, il se dit tiens, on va la laver. Ben ouais, c'est mieux, il y a moins de sel. Donc lumineuse ID, c'est meilleur. Idée, pardon, c'est meilleur. Donc du coup, il enseigne aux autres. Certains adhèrent, d'autres réfractaires disent non, les vieux sages et tout, non, on veut pas de ta nouvelle truc. Et puis progressivement, 8 ans, eh bien, ça évolue. Petit à petit, les gens adhèrent à ça. Sauf qu'il y a un moment, il y a un seuil critique qui est atteint, ce qu'on appelle la théorie du centième singe, donc allez, centième singe sur 10 000, j'en sais rien. Eh bien, grâce à ça, il y a une activation qui se fait pour l'intégralité de la race de ces singes, à savoir sur l'île, ou dans la nuit, un peu comme si vous mettiez une goutte de lait dans le café, ça devient instantanément marron. Eh bien, c'est ça, en fait, l'intégralité de cette race de singes, dans la nuit, arrivé à un certain seuil, épouse cette nouvelle technique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que selon cette étude, ou selon cette légende, selon les perceptions, eh bien, les îles avoisinantes, et faisant partie de cette race, alors qu'il y a ce qu'on appelle un isolationnisme biologique en biologie, enfin en sciences, eh bien, ils n'ont pas de lien physiquement, ils n'ont pas pris un bateau dans la nuit pour aller enseigner à 50 bornes les autres singes, eh bien, eux aussi, ils ont cette aptitude qui est rendue possible. Ce qui, en quelque sorte, si c'est réel, eh bien, ça démontre l'existence des fameux champs morphiques, ça met en lumière justement la notion des égrégores, mais de manière lumineuse dans ce cas de figure. Bon, si tant est que bon, là, c'est de la bouffe, hein, les limites on s'en fout un peu, mais c'est juste en fait, pour moi c'est super important. Alors, en guise d'ouverture par rapport à ces égrégores, et on ira beaucoup plus loin si vous voulez, c'est que finalement, on revient toujours à cette notion de pourquoi c'est important d'avoir une hygiène cérébrale, etc. Parce qu'en fait, tout est activation énergétique et aussi limite magique en fonction de ce qu'on coopte ou pas. Je coopte, je regarde que des trucs ténébreuses, machin, ben je crédite l'égrégore de ça. Rendant, téléchargeant dans la matière à travers le genre humain collectif, qui va adhérer ou pas à ça. Si on pense tous que ça va être la fin du monde, ce sera la fin du monde. Si on pense tous qu'il y aura un nouveau paradigme, eh bien ça va changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a aussi cette notion de magie. Alors, magie, je vous invite à regarder la clé 19. Magie, ça va du marketing, ok, à le maraboutage, etc., vaudouisme, etc., etc. Donc, mais il y a aussi à l'échelle mondiale. Quand vous regardez l'Eurovision 2019 de Madonna, vous verrez que waouh, c'est marrant, il y a quand même pas mal de messages subliminaux. Ok, et je me souviens à l'époque, j'ai jamais capté, en fait, à l'époque des likes et des dislikes, en fait, il y avait la moitié, en fait. Mais vraiment, il y avait, et je me disais, mais c'est bizarre, d'habitude, je regarde d'autres vidéos, d'autres chanteurs, eh bien, c'est toujours, je sais pas, à 90%, les gens adorent. Donc, et là, pourquoi? Et en fait, je vous invite à regarder, alors c'est peut-être un gros délire, mais il semblerait qu'il y a une activation, en fait, d'égrégore. De lancer des images de ce qui pourrait être un potentiel. Du même ordre que vous avez régulièrement le Times, qui fait par an, qui met des petites images, des petites icônes, etc. pour, on peut dire, préparer l'inconscience. Alors là, c'est un peu dangereux d'aller dans ce délire, parce que là, je co-crée, dans ce cas-là, la peur, j'active les égrégores de peur, etc. Alors qu'encore une fois, je vous dis, qui ne dit mot consent, soit on se dit, non, mais je suis hermétique, j'ai conscience de ça, pas de souci, ça me va bien, ok. Si on est hermétique, eh bien, on dit, non, ça ne se passera pas comme ça, etc., etc. D'accord? C'est extrêmement important, cette hygiène cérébrale. Alors, on va dans ce sens où la conscience a un impact sur la conscience. Clé 18. Individuellement, collectivement. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. C'était Rumi qui disait ça il y a 200 bornes d'ici à Konya. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien très certainement que si on corrèle tout ça, la théorie du centième singe, le fameux seuil, les 144 000, etc., etc., oui, je pense profondément que plus on va vibrer individuellement à quelque chose de lumineux, eh bien au plus, eh bien on ira dans quelque chose de positif et d'évolutif. Alors, on est invité, je le rappelle à chaque fois, petite piqûre de rappel, à transmuter les atomes de carbone négatifs dans la densité d'aigreur, etc.,
pour les purifier, les transmuter, pour les rendre lumineux et christiques, divins en quelque sorte. Et donc ça veut dire ça passe par le pardon, ça passe par l'amélioration de soi, etc. De ne pas se déresponsabiliser. C'est pas la faute des autres, du voisin, de machin, de ma belle-mère, des méchants ethnies du passé, machin, etc. C'est à nous de prendre nos responsabilités individuellement et collectivement. Et ça aura un impact sur le collectif. Alors, justement, je vous avais déjà parlé dans la dimension christique de Yeshua, en fait, de la dimension christique, Christ, et je n'ai pas mis ce mot d'égrégore, mais je vais vous raconter une petite chose. Certains connaissent un petit peu Yeshua, Jésus, et bon, vous connaissez un peu l'histoire, je vais vous dépeindre quelqu'un. Alors, Jésus en soi, il est né le 25 décembre, a priori, d'une vierge. Il y a à sa naissance qui est marquée par une étoile qui vient de l'Est, il y a l'adoration des trois rois, à partir de 12 ans, eh bien, c'est un enfant prodigue, puis à 30 ans, il débute son ministère, il est baptisé par Anoup, il est accompagné de 12 disciples, il faisait des miracles, il a été trahi, il est tué, puis enterré, et trois jours plus tard, il ressuscite. Alors vous allez me dire, c'est qui Kezako? Vous allez me dire, bip, Yeshua, Jésus. Eh bien non, il s'agit de Horus, 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors, continuons, Attis en grec, 1200 ans avant Jésus-Christ, en perse. Alors il est né le 25 décembre, mère d'une vierge, 12 disciples, 3 jours après sa mort, donc il fait des miracles, 3 jours après sa mort, il ressuscite. Son jour sacré, c'est Sunday, le jour du soleil. Krishna, donc ça c'était Mitra, pardon. Krishna, en 900 avant Jésus-Christ en Inde, il est né d'une vierge, accompagné des étoiles de l'Est, etc. Il fait des miracles. Après sa mort, il ressuscita. Dionysos chez les Grecs, 25 décembre, vierge. Il accomplissait des miracles et après sa mort il ressuscita. Et je peux vous en donner une douzaine, pas peut-être tous les faire, mais Zoroastre en Perse c'est même histoire. Baal en Phénicie, Indra au Tibet, Odin chez les Scandinaves, Salivana dans les Bermudes, Crite en Chaldée, Bali en Afghanistan, Joa au Népal, Tammuz en Syrie, etc., etc. Si vous voulez le revoir, c'est la clé 4, je crois, de la dimension christique. Alors, vous allez me dire pourquoi il dit tout ça? Je sais pas, c'est bizarre quand même toutes ces similitudes. Et je vous dis, si ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, est-ce que ça veut pas nous dire quelque chose d'autre? Je suis pas en train de dire que le personnage de Yeshua n'a pas existé. Je dis juste que c'est peut-être un égrégore. Et pourquoi ce sera un égrégore? Alors, on y vient. En fait, les chrétiens, Jésus est né le 25 décembre à Bethléem. Sauf que historiquement, Bethléem serait survenu bien après. Bethléem, ça veut dire la maison de pain, d'accord? Il fut annoncé par 3 rois mages, etc. Mais en fait, à cette période entre le solstice d'hiver, entre le 22 décembre, 21 décembre, 22, ça dépend des années, jusqu'au 25 décembre, eh bien, c'est là où les ténèbres, enfin l'obscurité dans l'hémisphère nord est le plus bas pendant 3 jours, et il y a un combat avec l'obscurité en quelque sorte. Et puis une résurrection. Mais en fait, c'est aussi l'alignement parfait de Sirius avec les 3 étoiles les plus visibles d'Orion, qui sont retracées par Gizeh, les pyramides de Gizeh, et aussi à Angkor Wat, etc. au Cambodge, et puis d'autres à Cusco, ou même dans différents lieux, temples mayas, égyptiens, etc. Précolombiens, excusez-moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet alignement, eh bien, la Vierge Marie incarne la constellation de la Vierge, et elle s'appelle aussi la maison de pain, Bethléem, comme j'avais dit. Donc, la question, et on pourrait aller bien plus loin, mais dans beaucoup d'illustrations, à chaque fois, en fait, on voit cette notion, en fait, de Sol Invictus, le soleil invaincu, qui renaît de ses cendres au bout de 3 jours, parce qu'on sait que historiquement, c'est traité au Concile de Nicée, au 4e siècle, 325 après Jésus-Christ, que Jésus naît le 25 décembre. Sinon, on sait qu'il naît plutôt aux alentours d'avril-mai. Avril plutôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait? La lumière du monde, selon Saint Jean 9, 5, le Sauveur ressuscité d'entre les morts qui va revenir comme chaque matin à la gloire de Dieu, il chasse les ténèbres, l'obscurité et apporte la lumière. Alors, y a-t-il un égrégore Christ? Est-ce qu'il y a un égrégore de lumière, de résurrection, de renaissance et d'activation? Eh bien, si vous référez à tout ce qui est à Ivanov, Peter de Neuf, etc., donc qui sont des mystiques de la gnose chrétienne en quelque sorte, historiquement des Bogomil, etc., etc.
Eh bien, pour eux, oui, en fait, toutes les religions sont solaires, mais pas dans le sens de diviniser un soleil, mais en fait, il y a un lien de causalité avec les individus et l'histoire et nos activations individuelles. Donc, je suis pas en train de dire que Yeshua n'aurait pas existé. S'il y a des similitudes, c'est très certainement pour qu'il y ait une activation de chacun de nous en tant qu'égrégore de cette dimension christique, c'est-à-dire ouvrir le soleil en nous, ouvrir la lumière en nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unité, ça veut dire la dimension christique, ça veut dire le divin, assez simplement. Alors, je vous avais dit que je vous partagerai ce qui me semble le plus gros égrégore de la planète. Je vous avais dit il y a ceux avant, en fait, les deux plus importants, c'est la peur et la peur qui est la segmentation, la fragmentation, c'est on va dire le mal en quelque sorte, mais mal avec un grand A, hein, le Satan qui veut créer le trouble, non pas l'unité. À l'inverse, l'autre c'est l'amour. Ok, peur, amour. Segmentation, peur, unité, c'est l'amour. Ok, donc Dieu, on va dire l'absolu quelque part. Donc c'est intéressant de voir quel serait justement ce plus grand égrégore. Eh bien, je pense à titre personnel que c'est notre réalité. Notre réalité n'est peut-être qu'un songe et ne tient la route ou se réveille chaque matin dès notre réveil et se recompose en fonction de ce que l'on croit, de l'historique que l'on croit et de l'égrégore, des égrégores entretenus par notre réalité. C'est vrai pour le système financier, mais c'est vrai pour tout. Peut-être à l'échelle physique, peut-être qu'en fait, ça rentrait dans des complètes, des délires perchés, fumeurs de pète, c'est pas ça. Peut-être que si demain, on était plus en fait dans l'unité, c'est-à-dire individuelle dans notre cœur, et également partager davantage, mais peut-être qu'il faut du temps au genre humain d'accepter ça, peut-être, eh bien on pourrait faire des miracles, nettoyer peut-être notre planète quasiment instantanément, mais comme dit la Bible, hein, si tu t'adresses à la montagne, dis-toi, éloigne-toi, elle s'éloignera. La plupart du temps, on ne croit pas à ces belles histoires parce qu'on se dit, c'est perché, et puis on n'a pas la foi en nous-mêmes, on n'a pas la foi en Dieu aussi forte que ça, et puis on n'a pas foi en l'humanité. Mais je pense profondément qu'on pourrait faire des choses absolument extraordinaires qui se référaient peut-être au fait que de l'activation de l'égrégore christique, mais de l'égrégore de la 5D, c'est-à-dire la fameuse ère christique, l'ère du Verseau, etc., d'un futur lumineux qui existe déjà, qui est en superposition avec un autre probablement beaucoup plus ténébreux, mais ensuite c'est leur du choix, chacun activera ce qu'il souhaite ou pas. Mais ne vous prenez pas trop la tête, c'est-à-dire que nous coexistons a priori, et ça je vous invite à regarder la clé 15, c'est sur le temps, l'espace-temps, et la conscience 18, mais aussi éventuellement celle sur 69, sur la transition et sur la notion d'ère christique et d'ère du Verseau, c'est-à-dire qu'en fait, quand je vous dis ne vous prenez pas trop la tête, rayonnez un maximum l'amour, l'unité et la confiance, et aussi dans l'activation des choses, hein, bouger un peu le cul quand même, comme disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Eh bien, je suis convaincu à 12 milliards de pourcents que vous irez dans l'un de ces co-scénarios, vous coexisterez, mais votre conscience sera dans l'activation de quelque chose de très beau, de lumineux. Enfin, à vous de choisir, et à chacun son libre arbitre, son évolution, parce que tout existe déjà a priori, et puis on a toujours fait ça, et on le refait sans cesse, et on le refait sans cesse, et on le refait sans cesse, et on le refait sans cesse. J'espère que ça vous permettra de façonner Passepartout, la clé des champs, champ du cœur, champ de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!